Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Aurélie Olagnon qui a participé à la création de l'Observatoire du grand âge et l'idée c'est de discuter, savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça va se passer et qu'est-ce que vous visez. Aurélie, je te propose de te présenter pour commencer. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis consultante en gérontologie après avoir exercé aussi 12 ans en libéral en orthophonie. Et donc je me suis réorientée pour ce milieu-là qui m'intéresse fortement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent Garcia lors d'un congrès à Nice au mois de septembre 2021. Et donc il m'avait parlé de son projet d'observatoire qu'il avait en tête depuis 7 ans. Et puis il m'a proposé de raccrocher les wagons et de me mêler à l'aventure pour mon côté un peu plus organisationnel, méthodologique, pour accompagner la naissance du bébé observatoire. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. L'affaire des Fossoyeurs commençait juste Enfin, je savais que du coup il y aurait cette bombe-là qui allait sortir. Donc l'idée, c'était d'anticiper la suite post-Fossoyeurs. Voilà. Oui, on resitue. Laurent Garcia, c'est le cadre de santé, enfin, il était cadre de santé sur l'EHPAD parisien du C'est ça. groupe qui est cité, et du coup, il est témoin clé dans l'enquête parce qu'il il a pu, il témoigne énormément, en fait. C'est ça. Et il a été aussi assez actif pendant la crise du Covid. On l'a vu dans plusieurs médias, donc ce qui a permis quand même aussi de relayer plusieurs fois ce combat-là, et notamment aussi de par sa rencontre avec Florence Aubenas, qui était dans son EHPAD, et depuis Florence aussi donc fait partie de l'Observatoire. Ouais, c'est un article qui a été rédigé dans Le Monde, alors courant, je pense, 2020, Mm, et parce que Florence Aubenas est restée en immersion plusieurs jours au tout début du confinement, c'est et ça. c'est un article qui est vraiment extraordinaire en fait, parce qu'elle arrive à retransmettre en fait le, toute la difficulté rencontrée par les équipes, mais les équipes des soignants jusqu'au directeur, aussi au cadre de santé, qui étaient complètement désemparés par situation inédite, mais voilà, et c'est vrai que c'est un article qui est vraiment prenant et qu'il faut aller lire. Absolument. Voilà, voilà. Et du coup, j'imagine que de fil en aiguille, il y a un lien entre tout ça et l'observatoire. Alors, en fait, voilà, exactement. Donc, la genèse, il faut vraiment se dire que l'idée de l'observatoire était née bien avant l'affaire des Fossoyeurs. Laurent, il avait cette envie depuis 7 ans, depuis qu'il avait pris connaissance du système justement de l'observatoire des lieux de privation de liberté. Il aurait vraiment souhaité vraiment apporter la même chose au milieu des EHPAD. Et donc, ça germait dans sa tête. Et puis Florence, il a rencontré Florence. Et ils se sont dit, ben ouais, allez, go, on y va, on crée l'observatoire. L'affaire des Fossoyeurs se profilait, et Victor Castanet, qui a donc enquêté, voilà, ils sont partis sur la même idée. Victor est parrain de l'observatoire. Le livre est sorti. Et on s'est dit, bah, allez, go, on embraye. L'association a été créée peu avant la sortie du livre. Et surtout, il faut vraiment se dire, c'est un relais. C'est un relais entre l'affaire des Fossoyeurs et l'Observatoire. Il y a vraiment le livre enquête de Victor et il y a l'Observatoire. Et vraiment, j'insiste sur le fait que l'Observatoire existait avant et que c'est un passage de relais. Et maintenant, chacun doit vivre un petit peu sa vie parce qu'il y aura certainement peut-être d'autres suites aux Fossoyeurs. On voit très bien comment ça se passe avec toutes les enquêtes qui sont en cours. On imagine bien que ça va pas en rester là. Donc l'observatoire après a été
été créé dans la suite et Victor est le parrain de l'Observatoire du grand âge, mais ne participera pas de manière totalement transparente au groupe de travail dont je vais vous parler plus tard, notamment parce qu'on ne peut pas être jugé partie dans cette affaire-là, mais il reste le parrain pour vraiment parler de cette histoire de passage de relais et de transmission de relais. Ouais, vu tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a eu un petit emballement médiatique, c'est vrai qu'il peut donner pas mal de visibilité. Parce que C'est maintenant, ça. je pense il a une étiquette de lanceur d'alerte ou de... Laurent ou Victor? Plutôt Victor, je dirais. Alors Victor, oui, mais c'est pas lui le lanceur d'alerte. Dans les Fossoyeurs, c'est vraiment le Laurent et Oui. c'est vraiment Camille Lamarche aussi. Ce sont ces personnes-là, elles ont vraiment été mises en avant et puis toutes les personnes qui ont témoigné, que ce soit les soignants, les familles ou même les directions. Hein. Donc Hmm. je trouve que dans le livre, c'est vraiment ce qui ressort. Victor, il a cette étiquette-là. Et maintenant, hop, le but justement de l'observatoire, c'est de garder un petit peu cette émulation, tout ce qui est sorti, pour pouvoir en créer quelque chose, en ressortir quelque chose, porter la parole des personnes qui ont lancé l'alerte. Et parce que depuis que justement l'affaire est sortie et que l'observatoire a été créé, on a énormément de témoignages des personnes qui la parole s'est libérée. Alors la parole s'est libérée en bien et en mal. Dans le sens où on a pu voir énormément de plaintes de familles envers les soignants. Soignants qui, j'insiste aussi, sont aussi des victimes dans cette histoire, victimes d'une situation institutionnelle, d'une gouvernance particulière, d'un système financier qui fait qu'ils se retrouvent maltraitants malgré eux. Et malheureusement, certains soignants se sont traînés en justice pour de mauvaises raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées à la sortie des Fossoyeurs. Et c'est aussi l'idée de l'Observatoire, c'est de pouvoir aussi recanaliser un petit peu toute cette parole qui est sortie et en faire quelque chose de positif et en faire vraiment des propositions, des regards, montrer ce qui se passe dans les EHPAD, le maintien à domicile aussi, parce qu'il n'y a pas que les EHPAD, C'est vrai. et pouvoir accompagner tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, ça va être les résidents, les familles, les aidants, les soignants, les directions. Et en fait, tous les acteurs du grand âge, finalement, qui auraient besoin d'apporter leur regard et pour pouvoir contribuer à des propositions vraiment du terrain. Et on n'est pas un think tank, on n'est pas subventionné, on est vraiment bénévole. Du moins pour l'instant, on est tous bénévoles. L'idée à terme est de pouvoir justement avoir quelques personnes salariées pour gérer le côté, gérer tout l'afflux des mails. Et puis on a des correspondants qui sont. Alors, je vais peut-être vous expliquer comment va fonctionner l'observatoire, ce sera peut-être plus simple. Ça marche. En fait, vous avez deux pendants sur l'observatoire. Vous avez le côté gestion associatif, comme toute association classique. Logique. Ouais. Voilà. Mais vous avez le côté aussi après retour du terrain. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment la force de l'observatoire. On aura Florence qui va aller dans les EHPAD, dans des EHPAD qui accepteront de nous ouvrir leurs portes. Tous les EHPAD, c'est-à-dire EHPAD publics, lucratifs, non lucratifs, et qui va faire comme elle sait si bien faire, des entretiens qui vont nourrir en fait des groupes de travail de manière participative. On aura des groupes de travail sur plusieurs thèmes, sur la base du volontariat. Et on espère, et c'est là que le rôle de communication va être très important pour nous, avoir un maximum d'acteurs différents dans ces groupes de travail. Par exemple, si on va traiter, je sais pas, vous avez parlé des aidants tout à l'heure, de la place des aidants en EHPAD, on veut pas que des aidants autour de la table. On veut aussi tous les autres acteurs, que ce soit les familles, les directions. Moi, j'aimerais bien avoir les directions de groupe aussi qui puissent apporter leur regard. Donc tout ça, ce sera géré d'une manière participative avec des outils pour que la parole soit égale. Aucune personne n'aura une parole plus forte et plus importante que les autres. C'est important de le dire. C'est ce qui fait un petit peu le côté, je trouve, innovant de la chose. Et à côté de ça, on aura un réseau de correspondants qui sont sur tout le territoire, qui se sont déjà manifestés depuis l'appel de Laurent, il a fait ça je crois en septembre. Et en fait, on a des personnes qui sont prêtes à aller justement dans les EHPAD parce que Florence ne va pas pouvoir aller dans tous les EHPAD de France. Donc ces personnes-là auront ce rôle d'aller faire des entretiens. On a une grille toute prête, des entretiens pour aller à la rencontre des directions, des résidents, des aidants et compagnie. Et ça va vraiment nourrir aussi encore les retours du terrain. Parce que si on fait des groupes de travail, vous doutez bien qu'on va faire ça en visio pour avoir un maximum de représentants possible, mais ça va pas être les résidents qui vont pouvoir vraiment avoir leur place en visio, c'est un peu compliqué à gérer. Donc d'où l'intérêt de ce réseau de correspondants qui vont faire des retours. L'idée est de faire des rapports
après. Donc, il y aura un premier rapport qui va sortir au mois de décembre, majoritairement suite au travail de Florence sur les EHPAD, parce que le temps que tous les groupes de travail se mettent en place. Et pour vraiment vous montrer combien on a vraiment envie d'être à l'écoute du terrain, on a fait la réunion de lancement de l'Observatoire le 8 avril dernier à Paris. Malgré la neige, on a comme une centaine de personnes. On a invité vraiment un maximum de monde. Et chacun a été invité à se prononcer sur la première thématique que devra traiter l'OGRA. Donc chacun avait un petit post-it et j'ai posé la question, selon vous, quelle est la priorité de travail de l'OGRA? Donc chacun a été amené à s'exprimer. Et il se trouve, je vous la donne en avant-première, j'ai pas encore communiqué là-dessus. La première thématique qui est sortie, c'était sur les soignants. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur les aidants. La majorité des personnes qui se sont exprimées ont dit la qualité de vie au travail des soignants. Donc, la priorité, c'est ça. C'est-à-dire que même si nous, c'est en ça que je vous dis que c'est intéressant, on a les deux côtés de l'OGRA, on a le côté organisation et le côté retour de parole. On nous a demandé à Laurent, est-ce que c'est vous qui allez traiter, faire des rapports, quelle légitimité vous avez? On n'en a aucune. C'est pour ça que nous, on est là juste pour le côté cadre. Mais après, tout ce qui est les groupes de parole, la parole, le terrain a parlé. Le terrain, on parle des soignants. Donc, le premier groupe de travail sera axé sur la qualité de vie au travail des soignants et qui aura forcément à terme un impact sur les résidents et sur tout le reste, sur les aidants. C'est ce que je me dis, en fait, c'est carrément logique, parce que de toute façon, pour bien prendre soin des personnes, des usagers, des résidents, des patients, de tout ce qu'on veut, pour bien s'occuper de quelqu'un, ou voilà, il faut juste être bien dans ses baskets, dans sa tête, dans son corps, dans son job, pour justement pouvoir apporter le max. Et c'est vrai qu'il y a eu le Covid qui a épuisé énormément tout le monde. Absolument. Et en fait, on partait d'une situation déjà un peu détériorée. Donc ça me paraît être 100% logique et c'est une bonne chose. Juste une petite question. Des correspondants qui vont dans les EHPAD, ils auront quel profil? Alors, ils sont très variés. C'est-à-dire qu'on a eu des réponses de famille, de famille. On a même des résidents, des personnes qui sont en EHPAD et qui ont dit, nous, on veut participer. On a des soignants. Aussi, alors après c'est Laurent qui a géré ça, mais on est vraiment des profils assez vastes finalement, des familles qui se sont proposées naturellement. Donc là on a fait les premiers envois. Donc le site internet devrait pas tarder à sortir. Comme voilà, on est bénévole donc on fait avec les moyens, bien sûr. Moyens qu'on a, mais je trouve ça chouette, ça fait une belle émulation. Et on a lancé les premiers bulletins d'adhésion, on les a lancés la semaine dernière. On a déjà énormément de réponses et d'adhésions à l'association. Et j'insiste, je vais donner une information aussi qui me paraît importante. Pour pouvoir participer au groupe de travail, il n'est pas nécessaire d'être adhérent. D'accord. On peut adhérer à l'association pour soutenir, pour participer au côté institutionnel, au côté organisationnel. Par contre, pour les groupes de travail, il n'est pas nécessaire d'adhérer et de payer. Si on n'acceptait que les adhérents, forcément, on était déjà sur un biais. On ne pouvait pas. Si je veux avoir tous les regards de tout le monde, et j'aimerais avoir des regards de personnes qui au contraire sont qui n'ont pas les mêmes idées. Alors ça va pas les mêmes idées, c'est pas le bon terme, mais qui sont un peu méfiants, suspicieux, ou qui au contraire apportent une parole qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Moi, ces personnes-là, elles m'intéressent. Parce que on a besoin d'avoir un regard sociétal, c'est la parole citoyenne en fait. Oui, bien sûr, une vision 360 et il faut l'avis de tout le monde, sinon on perd aussi en crédibilité. Exactement. Moi, je rêve d'avoir des personnes qui n'en ont rien à faire des personnes âgées. Intéressant, je veux, parce que on a besoin aussi de ces personnes-là. On est à l'aube de on a déjà mis le pied dans la transition démographique et on va avoir un besoin d'un choc générationnel qui est en cours. On a besoin aussi d'avoir ces regards-là. Et moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Et puis, ne serait-ce que pour pouvoir envisager les actions à mettre en place dans les EHPAD et au maintien à domicile, qui est quand même une des priorités, mine de rien, gouvernementales, qui est quand même très orienté sur le maintien à domicile. Clairement. Juste, je reviens parce que du coup, ces notions de correspondants qui vont aller dans les EHPAD pour finalement faire une forme d'évaluation, d'une certaine manière. Ouais. C'est un peu ça. Oui. Je me place en tant qu'établissement, en tant que directeur, ça me fait flipper à fond. Carrément. Parce que je me dis, qui est-ce qui va venir? Et en fait, je veux dire, la transparence, le contrôle, qu'il y ait plus d'inspection, plus d'évaluation, il y a la réforme d'évaluation, tout ça, c'est 100% logique, c'est normal. Hein.
mais de se dire en fait, qui me juge et être jugé peut-être par des familles qui ont eu une expérience négative ailleurs et qui ont du coup pas forcément la fameuse vision 360 de voir et de connaître vraiment les enjeux, les tenants, les aboutissants. Je me dis, enfin, Mm. franchement, je risquerais de fortement être réfractaire, quoi. Alors, c'est votre avis. Enfin, c'est ton avis, du coup, on a Ah ouais, dit. C'est c'est ton mon avis avis. perso. En fait, eh ben, il est partagé oui et non, cet avis-là. On a beaucoup de directions d'EHPAD nous ont contactés en disant, moi, je vous ouvre nos portes. Ouais. Vraiment. Après, sur le Même, principe, je suis pas contre. Mais je veux dire, c'est euh, surtout un stress, en fait, de se dire, ouais, mais est-ce que je vais avoir un juge est-ce que mon juge, il va être vraiment impartial. neutre Bah, de toute et façon, il ne sera impartial? un jugement de ce type-là n'est jamais neutre, parce que de toute façon, et il faut te Ouais, dire que si quel que soit il y aura forcément un biais. Si c'est une bah oui. famille qui va interroger, de toute façon, elle va retranscrire. C'est pour ça qu'on a une grille vraiment qui sera la même, quelle que soit la personne qui va aller dans les établissements. Comme ça, on a au moins une base de travail. Après, le regard qui sera perçu sera différent, parce que si c'est une famille ou si c'est un cadre infirmier, par exemple, qui va interroger, C'est pas le regard n'est pas le même. Mais même c'est angle, ouais, le normal même et c'est ça prisme. pour tout. Et ce sera ça pour tout. Et on aura aussi peut-être des correspondants qui seront des directeurs d'EHPAD retraités qui ont Mhm. envie aussi de faire ça. On a des personnes qui nous ont contactés comme ça, des gériatres. Donc Ouais. forcément, c'est l'analyse qui en sera faite, l'analyse qui sera différente, pas l'interrogation. Et après l'analyse, rien n'empêche les directions qui sont évaluées entre guillemets de participer au groupe de travail. Oui, non, mais carrément. Et je pense que c'est intéressant sur cette logique de transparence. Et puis, en plus, on voit des classements qui apparaissent parfois et qui sont 100% bidons, Mm. qui ont été faits, mais les gens ils disent qu'ils viennent, mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est juste pour faire un classement. Et puis, en fait, ils vendent une forme de presta parce qu'ils ont bien noté les Mais, 100 mais les meilleurs. Et évaluations en soi, les évaluations, par exemple, les évaluations internes telles qu'elles étaient avant le nouveau référentiel de la HAS, les évaluations, chacun y met ce qu'il veut dans le référentiel. je suis d'accord. Et l'éval externe, telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, elle est biaisée aussi parce que c'est Voilà. pas normal que l'établissement choisisse son évaluateur. Il Ça, n'existe je pas quelque comprends. chose de complètement neutre. De toute manière, c'est l'analyse qui en est faite et c'est en ça que nous sommes un observatoire et on croise les regards. L'analyse qui en sera faite, c'est pas moi, consultante en gérontologie avec un master de géronto, qui va la faire et c'est pas moi qui vais l'analyser. C'est vraiment le terrain, les personnes qui auront participé sur cette thématique-là, qui va en faire des retours. Donc, il n'y aura pas forcément d'analyse en soi avec, je sais pas, une bibliographie ou peu importe. Là, c'est non, ça se passe comme ça. Il a été remarqué que, voilà, qu'est-ce qui peut en être tiré, quelles sont les propositions des familles, voilà, qu'est-ce que j'en sais. Après, tout ça, ce sera de manière open source, ce sera sur le site, tout sera consultable. Il n'y aura rien de caché. On nous a demandé qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui se trame, tout ça. Il n'y a rien. Hmm. Tout sera transparent, Non, tout mais sera ça, c'est transmis. intéressant. Sur le Hmm. modèle de la certification de l'hôpital, alors qui est difficile à lire parce que c'est des gros rapports qui sont sur des plateformes, enfin, qui sont pas faciles d'accès et pas faciles de voir finalement l'information, parce que c'est noyé dans trop d'informations. Mais ça, c'est important. De toute façon, cette notion de transparence, c'est ça qui fait aussi le lead de l'EHPAD bashing, en fait. C'est le C'est principe qu'on ça. ne connaît pas les établissements. Du coup, on parle que de ce qui est pas bien, on retient que les scandales, on voit pas le reste. Et c'est pas bon. Après, c'est juste la question, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, où je me dis quand même, quoi, c'est de se dire, enfin, finalement, n'importe qui peut venir juger un travail ou une organisation qui est quand même très complexe. Euh, Après, ça a du sens, c'est intéressant, hein. Alors attention dans le mot juger, c'est-à-dire que il faut garder sa place quand on fait un groupe de travail allez, ça va être sur le thème des soignants, on va dire là-dessus. Ouais. Il faut on est chacun expert de sa propre vie. C'est-à-dire que la famille qui vient, la personne qui vient, qui dit, bah moi là, je participe au groupe de travail parce que ma mère est en EHPAD. Mm. Sa parole, c'est la parole d'une famille. Elle ne va pas dire ah bah là en fait c'est parce que la part le GMP était mal calculé non, on s'en fiche. Elle n'a pas à savoir ces renseignements-là. Elle apporte son témoignage de famille. C'est après la personne qui va être en face, peut-être dans ce groupe de travail-là, on aura peut-être un cadre de santé, on aura peut-être un gestionnaire de groupe d'EHPAD qui va lui peut-être faire son regard croisé à lui
Hmm. de pro qui va dire, en effet, c'est intéressant ce regard-là. Moi, je peux le mettre en perspective du calcul de je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça, il faut voir comme une co-construction. Il y aura des outils. Les personnes qui vont animer les groupes de travail vont être formées avec des outils de démocratie participative de manière à vraiment cadrer tout ça. Ça va pas être la Hmm. foire d'empoigne. Au contraire, il y a des outils qui existent qui fonctionnent de manière vraiment géniale. Et donc, ces personnes vont bénéficier d'une formation. Ouais. Et ça, voilà, on a déjà les formateurs et ça va être pareil sur appel à volontaires, des personnes qui vont bénéficier de cette formation. Donc, chacun reste à sa place. Hein. Le but, c'est comme si vous partez, vous savez, maintenant on a les patients experts. Hmm. À quel moment le patient n'est plus patient, enfin n'est plus usagé, parce qu'une fois qu'il est trop formé, il n'est plus usagé basique. Donc on C'est passe, vrai. c'est un peu pareil. Donc l'idée c'est absolument pas de former. Après on informe si besoin. On va, je pense, proposer en plus de ça quelques conférences, faire intervenir des personnes. Il y a Marie de Henzel qui nous a proposé par exemple d'intervenir. Donc ces conférences-là vont nourrir aussi peut-être informer les personnes qui veulent en savoir plus. Mais ça nous intéresse pas de former, savoir exactement. Est-ce que tout le monde veut savoir comment fonctionne la convention, les CEPOM? Non, 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 non. Non, c'est non. sûr. Non, Non, mais après, sur les groupes de travail, cette représentation et tout ça, mais c'est vraiment la dimension de co-construction qui est super bien intéressante et sûr. qui est indispensable. Euh, voilà, après c'est de l'a priori pur, hein, j'en ai conscience, de dire que si j'ai quelqu'un qui m'évalue, mais je suis pas contre, mais en même temps, alors à la fois, il y a un côté un peu d'ego, en fait, hein, de se dire, un directeur d'EHPAD, comme une équipe en tout cas de direction, mais comme les soignants, en fait, je veux dire, son EHPAD, je veux dire, l'établissement dans lequel on travaille, c'est un peu comme une part de soi, parce qu'on y met tellement de Bien temps, sûr, tellement bien d'énergie et tout sûr. ça, et Mmh. le regard extérieur, il est quasiment, et c'est pour ça que j'ai une inquiétude, quasiment tout le temps négatif. On va dire, bah oui, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, les gens, ils, ils restent vieux et ça va pas. Vous Alors, avez c'est sûr qu'en EHPAD, il y a plus d'enterrements que de mariages, hein, et que c'est toujours un endroit un peu plus, on y voit beaucoup d'aspects négatifs, on cherche mais les moins mauvaises solutions pour un mmh, accompagnement qui va être le mieux possible. On va essayer de faire un projet de vie, on va essayer d'en faire un lieu de vie, mais dans un environnement de soins. Et du coup, il y a plein de choses qui sont compliquées, en fait. alors, il y a aussi un autre Mais rôle, du coup, ça m'interpelle dans ce que tu dis. On va avoir ce rôle de relais, d'initiative. C'est-à-dire que on a aussi énormément d'EHPAD qui nous contactent en disant, ben nous on fait ça, on a mis ça en place, et en fait il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'essaimage en fait. exact, ça c'est. Et là on aura aussi, vraiment on a à cœur aussi de partager les initiatives, de dire, regardez, il y a ça qui se fait, c'est génial. Là, Hmm. je vais faire la pub de l'EHPAD de où est Laurent à Bagnolet parce que là, ils sont en train de mettre en place un atelier avec le théâtre, avec les Bouffes du Nord. Donc, les résidents vont se produire aux Bouffes du Nord. C'est des choses qui mériteraient d'être relayées. Et pour redonner, là, on parle d'EHPAD bashing, mais on peut faire l'inverse en fait. On a le bon mood aussi en EHPAD avec des belles choses qui se font. Un EHPAD avec lequel je travaille dans ma petite ville à côté, ils sont en train de faire en place des jardins partagés avec une brigade verte de citoyens. Du coup, les citoyens viennent, enfin les habitants viennent faire du jardin, ils participent avec les résidents. Tout ça, c'est des choses qui méritent d'être relayées. Et cet observatoire, il a aussi ce rôle-là. Donc oui, enfin vraiment, on n'est pas du tout dans les pas de bashing. Vraiment, c'est vraiment au contraire. On ne peut pas se passer des EHPAD. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. On ne peut pas s'en passer. Il y a toujours des pathologies qui font que on a besoin de ce type de lieu. Après, le modèle est certainement à revoir. On n'a peut-être plus besoin d'EHPAD Il de faut 200 évoluer. lits. On peut avoir des modèles un peu plus petits, beaucoup plus humains, à taille différente. Tout est à travailler. Il y a beaucoup de think tanks qui font des très belles études là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais aussi pouvoir faire ces liens avec tous ces think tanks parce que tous leurs rapports nourrissent aussi les groupes de travail. Les personnes qui veulent se renseigner, on va aussi leur orienter vers tout ce qui a été fait. On va pas jeter, au contraire, tout ça, ça nourrit. Pas refaire une fois de plus. Mais Ouais. non, c'est ça. Et vraiment, le but de relayer aussi, on observe et on transmet. Et après, on aura ces rapports-là et ils seront transmis aux autorités de tutelle, évidemment. Mais il faut voir aussi que les rapports, ils vont être intéressants à lire pour les familles, pour les résidents, mais aussi pour les directions d'EHPAD qui peuvent s'en inspirer.
en disant, Oui, bah ouais, là, clairement. s'il y a un rapport, par exemple, sur, j'en sais rien, un EHPAD ouvert sur l'extérieur, il y a eu un groupe de travail qui a fait, voilà, qui a rapporté les regards et qui a rapporté les initiatives qui ont été faites. Mais tout le monde est libre de s'en inspirer. Et tout le monde, même carrément aussi, si on a un groupe de travail sur, j'en sais rien, l'écologie, moi c'est un peu mon dada, l'écologie en EHPAD, et ben ça peut être aussi inspirant pour un hôpital, parce qu'on a les problématiques qui sont les mêmes. Donc en fait, on peut faire du transversal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les élus locaux s'en emparent. Ouais, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, ils connaissent pas non plus. Mais tu vois, ça revient encore à l'inquiétude d'amener des personnes qui n'ont pas forcément le regard. Alors, il faut pas être un expert et il faut pas, voilà, mais la problématique, c'est que l'EHPAD, en fait, on le connaît pas. Et c'est ça l'EHPAD bashing, c'est de se dire, ben, en Oui. fait, voilà. Et c'est mal expliqué, on ne sait pas ce qu'il y a. Je pense que les établissements communiquent aussi très très mal, ce qui fait que quand il y a un petit dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas, ça va prendre des proportions terribles parce que juste il y a une mauvaise communication entre la Mm. famille qui comprend pas le tarif, qui comprend pas les choses, qui comprend pas que ça puisse pas être fait. Sauf qu'en réalité, bah, c'est des organisations complexes et qui impliquent de l'humain pour de l'humain et du coup des équipes qui vont avoir bah, du mal à voilà, à être, enfin, qui pourront pas apporter quelque chose d'ultra spécifique et personnalisé tel qu'on Mm. aimerait qu'ils le fassent. Je pense à ce que le linge il soit toujours bien trié dans la bonne armoire et que voilà, bah, il y a des bugs, c'est comme ça. Mais du coup, c'est ça qui entretient le fait qu'il puisse y avoir une défiance. Après, je suis 100% d'accord, et moi, c'est mon truc aussi, et tu vois, à travers ce podcast, de se dire, il faut partager ce qui est positif. Mhm. Euh, et ce sera ma deuxième question. Le problème, c'est que je vois que, je dis ça en rigolant, hein, et ça n'a aucun rapport, mais j'ai énormément moins d'audience que Victor Castanet. Tu vois. Parce que moi, je parle des trucs cool. Et finalement, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'en fout. Tu vois. En tout cas, dans le grand Ah, public, c'est certain. Mais c'est de se d'accord. dire, ça a beaucoup moins de portée, mais c'est normal et c'est humain. C'est sociologique, C'est ça fait normal. plus de buzz, ça fait plus de Et buzz de puis, parler. c'est un autre sujet. Et puis les journalistes, moi, je suis pas journaliste, donc il y a aussi toute la manière et tout ça. Mais ma question, du coup, comment vous allez faire pour être visible? Alors, Vous eh êtes entouré de ben, journalistes. alors, Donc, c'est le ok, on métier va pas se de. mentir, on va pas se mentir. Il y a effectivement l'effet de visibilité suite au Fossoyeur, grâce à Ouais. Victor. Et puis on a Florence. Oui, Florence, oui. mine de rien, même si elle reste en retraite volontairement parce que voilà, c'est pas son dada d'être forcément très sur le devant de la scène. Et puis parce que c'est vraiment le bébé de Laurent, quand même, Logra. On a cette visibilité par Florence. Et puis on a aussi beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, hein, des personnes qui sont dans le milieu de la gérontologie. Donc je parlais de Marie de Henzel, on a Michel Delaunay aussi qui nous soutient beaucoup. Et puis on a des groupes, hein, on n'est pas, on fait pas une scission entre EHPAD public, lucratif, non lucratif. On veut vraiment Non, avoir c'est tous ça que les j'ai trouvé acteurs. intéressant. C'est C'est vraiment cette vue globale, ça. hein. Ouais. C'est ça, voilà, on a eu du monde, on a eu Annie de Vivi qui est venue, on a Delphine Dupré-Lévesque qui est venue beaucoup, on a beaucoup de soutien, on a même le CINERPA, hein, on est en lien avec le CINERPA, donc il y a cette visibilité-là, je pense qu'elle va d'abord être interne, c'est-à-dire au milieu, aux gens qui sont déjà directement concernés par le milieu gérontologique. Évidemment que le but du jeu, c'est quand même de transmettre et d'aller chercher ceux qui ne le sont pas encore, ou du moins qui ne connaissent pas l'observatoire. D'où l'intérêt d'avoir ces relais en région, ces correspondants-là, et d'avoir un vrai réseau ouvert avec les directions d'EHPAD. Donc le but, c'est de transmettre on espère, vraiment je croise les doigts qu'on arrive à le mettre en place, avoir une ligne, une permanence téléphonique pour avoir des témoignages directement. En fait, plus on va multiplier les supports de communication et les supports de témoignages, plus on en aura, parce que maintenant tout est informatisé, c'est Et puis compliqué c'est pour les l'effet de résidents. réseau, en fait. C'est l'effet de réseau, donc on essaye de multiplier, on ouvre la page LinkedIn, on fait le site, Facebook va ouvrir, on a Twitter, et puis bah, la ligne téléphonique aussi pour les résidents, et on aimerait que cette ligne-là, le numéro, soit dans les EHPAD. Alors il y a Allo Maltraitance évidemment qui existe déjà, mais là ce sera une autre plateforme en plus. Plus on multiplie, mieux c'est. Et après, l'autre visibilité, ça va être aussi peser dans les décisions politiques, Ouais. quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que ce soit effectivement bah, au niveau du ministère, mais ça peut être aussi à l'échelle des correspondants et à l'échelle des personnes qui sont membres de l'OGRA, interpeller, bah, par exemple, leur vice-président ou vice-présidente en charge de l'autonomie à l'échelle du département.
Ça peut être aussi ça, leurs élus locaux qui sont aussi au département et qui sont responsables de l'autonomie. Donc c'est aussi ça, et il y a aussi ce rôle de transmission. Tout à l'heure, tu parlais de former, d'informer les personnes. Les groupes de travail, en fait, de fait, on se forme, Oui, forcément. on échange, Donc, on se connaît, et ça, c'est super on intéressant. échange et on a envie de creuser les informations et après ben on est à même de savoir qui contacter. Donc ça fait une émulation et petit à petit ça prend vie et ça permet d'aller chercher les personnes qui sont à même de pouvoir faire avancer les choses. Donc le relais va se faire là. Forcément ça va pas se faire tout de suite. On n'a pas une chaîne YouTube, on n'a pas on va pas appeler les gens les uns après les autres. Ouais, Ça va se faire faut petit à du temps. petit, mais c'est aussi par les faits. Là, pour l'instant, on parle, on est en train de faire naître le bébé. Mais après, quand on aura commencé vraiment à mettre les choses en place, les premiers rapports, quand ils vont arriver à sortir, quand on va avoir des premiers articles, je pense peut-être de Florence, qui vont commencer à montrer son travail, là, la visibilité, elle sera là. Clairement. Voilà. Euh, il y a une nette volonté d'indépendance. Comment c'est perçu, du coup, par les institutions déjà présentes et politiques? Il y a eu alors je vais pas utiliser le mot méfiant, je vais utiliser le mot prudence. Ouais, Sur ça, Laurent a rencontré plusieurs fois Madame Bourguignon à ce sujet-là. d'accord. Et puis il avait aussi interpellé Monsieur Macron lors de sa campagne sur ce sujet-là. Et c'était assez politique ou c'est à vous, je me semble. Et il n'y a pas cette volonté-là d'autorité administrative indépendante, en tout cas de la part du gouvernement actuel. Donc on a cette idée d'un petit peu de contre-pouvoir entre guillemets. Hmm. Donc c'est perçu de manière, pour l'instant, c'est en gros qu'est-ce qui nous prépare, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on peut vraiment le faire. J'ai eu des retours très positifs, d'autres, mais pas de quelque chose de vraiment méchant. Enfin en tout Pas de cas, blocage, quoi. pas de Plus, blocage. Non, non. En même temps, ce serait peut-être différent s'il n'y avait pas eu l'affaire des Fossoyeurs. ouais, on se serait dit pourquoi et tout ça. Là, Voilà. Là, comme de toute façon, il y a une hmm. volonté du secteur, du milieu gérontologique de vraiment repenser le modèle et d'avancer tous ensemble. Il y a un moment, faut y aller, quoi. Donc il y a plein de choses hein, qui existent. Il y a des autorités qui existent très bien, qui font des rapports, qui sont vraiment très intéressants. Mais ils sont. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand un rapport est commandé, c'est qui le commande et Hmm. qui est le destinataire. Oui, et Voilà. puis la question des rapports, c'est des rapports, on entend souvent parler. Mais Oui, qu'est-ce qui se passe après? mais qu'est-ce qui se passe après? Mais qui l'a demandé et qui Ouais, l'a oui, financé? ça a un impact forcément. Et qui l'a financé? Non, mais tout est là, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans a été fait dans un but précis pour, pour quelqu'un de précis. Ouais, c'est vrai. L'idée de l'indépendance totale, bah, c'est que là, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, bah, la première demande, elle est issue de qui? Du terrain. Hmm. Voilà, c'est donc forcément le terrain vient de là, a dit il faut se pencher sur la problématique des soignants. C'est pas le ministère qui a dit ça. C'est pas un groupe de mutuelles qui a demandé ça. C'est là en ce moment quel est le truc le plus urgent. Ben tous ceux qui se sont exprimés ont dit ce sont les soignants. Donc voilà, donc et puis quel va être l'objectif? Et ben c'est de faire avancer le sujet, les personnes qui se sont exprimées là-dessus sur les soignants et de manière totalement indépendante parce qu'on n'a pas de sous, pas de subventions. Peut-être qu'après on demandera des subventions, faire du mécénat, des choses comme ça, mais pour l'instant on espère, on reste modeste. De toute façon, on est une association loi 1901. On n'est pas, il y a pas de nomination par quelqu'un d'une tutelle au-dessus. Après, c'est quelque chose d'évolutif, évidemment. Ça va évoluer en même temps que toute association avec ses adhérents. Mais pour l'instant, l'idée est là. On verra comment ça prend et on a assez de visibilité là et un accueil quand même plutôt bon de la filière avec Laurent et moi, on a quand même la chance de connaître pas mal de monde et puis Laurent c'est quelqu'un qui est quand même très très ouvert, très avenant et qui fédère pas mal. On a des retours assez positifs quand même, malgré tout. Bon. Super. Du coup, si par exemple un établissement, un soignant, un cadre de santé, un directeur veut en savoir plus, veut adhérer, veut participer au groupe de travail, veut voilà, faire évaluer, c'est pas le terme, hein, mais avoir un regard extérieur sur sa structure ou participer, comment il fait?
Alors, il y aura le site internet ogra.fr qui va être mis en ligne d'ici quelques jours, je me lance. Il y aura le site, il y aura certainement, il y a les pages du coup Twitter, Facebook, LinkedIn. Twitter est en route déjà, LinkedIn est en route, Facebook est en cours, donc géré par des adhérents bénévoles. Ce n'est pas moi qui est derrière, j'insiste. Il y aura donc il y a des bulletins d'adhésion qu'on va essayer de transmettre dans les EHPAD par les associations qui nous ont contactés, qui sont partenaires aussi. On a des membres de CVS qui vont relayer dans les familles. J'espère la ligne téléphonique. On a le site. Alors oui, je vais donner l'adresse de notre boîte mail. Donc c'est association.ogra@gmail.com. Voilà. Et donc tout le monde, on a déjà énormément de témoignages de personnes qui nous contactent par ce biais-là. Donc on a plusieurs personnes qui gèrent un petit peu tout ça. Et voilà à peu près pour le contact que je peux. C'est déjà très très bien. C'est vrai que pour une asso qui est lancée depuis peu, c'est très très bien. Et du coup, la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est donc de laisser le temps aux adhérents d'adhérer, parce que comme je l'ai dit, c'était la semaine dernière qu'on a vraiment lancé le processus. On peut adhérer en ligne sur le site, on pourra adhérer en ligne, on peut donner en ligne aussi. La prochaine étape va être de lancer les groupes de travail, donc certainement le premier groupe de travail, qui va fonctionner sous le regard d'un copil décisionnel, qui va quand même après avoir donné une cohérence pour vérifier que ça respecte quand même bien la charte ou le règlement intérieur de l'association, que ça ne part pas dans tous les sens. Donc ça va être constitué ce copil-là quand les gens commenceront à se manifester, ce qui est déjà le cas, et après lancer les groupes de travail. On a un partenariat, en tout cas on a l'entreprise Idealco qui nous met à disposition des salles virtuelles et des salles en présentiel pour faire ces réunions-là. Donc on peut faire sur les deux. On a une proposition de local. On nous met aussi un local à disposition sur Paris. Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant le fait d'être une association et d'être bénévole, c'est que les initiatives s'ajoutent et se proposent en fait. On a des gens qui nous proposent leur aide vraiment de manière totalement inopinée et imprévue et impromptue, et que ça nous fait vraiment du bien parce qu'on est sur de l'entraide en fait. On est sur du partage de savoir, de compétences, et on veut tous aller dans le même sens, sans enjeu financier derrière. Voilà. C'est important. C'est aussi un bon moyen de rester indépendant. Ah, totalement. Et ça marche. Et ça répond à plein de questions. Donc merci. Merci de rien. Pour toutes les infos. Et puis, merci pour l'invitation d'avoir à parler de l'OGRA. Et puis à suivre, à voir, puisque c'est que le début. C'est ça, exactement. Super. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.